Bienvenue dans Brise. Je m'appelle Claudia Renzivillo, votre hôte, et ici, on décrypte, dédramatise, on parle haut et fort et sans tabou de santé mentale au travail. Chaque mois, vous retrouverez des personnes parlant de leur vécu de la santé mentale, des professionnels du monde de la santé, et enfin, des dirigeants et autres acteurs du monde du travail. Ici, on parle de santé mentale au travail et on vous montre que ça marche. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode solo du podcast. Un épisode un petit peu particulier parce qu'il présente une des réflexions profondes que j'ai en ce moment dans la création et le lancement de l'école de la santé mentale au travail. Cet épisode, il est consacré aux signaux faibles et je me suis posé la question parce que souvent on me demande quels sont ces signaux faibles, comment je fais pour les repérer et agir. Mais cet épisode, aujourd'hui, il va pas parler de ça, il va plutôt parler de pourquoi quand on sait, quand on sent qu'il y a quelque chose, pourquoi ces signaux faibles nous dérangent fondamentalement? Pourquoi on préfère parfois les ignorer, se dire: «Je verrai ça plus tard»? Pourquoi on n'ose pas vraiment aller voir la personne, qui présente ces signaux faibles? Pourquoi quand il s'agit de nous-mêmes, on préfère ne pas s'arrêter, on préfère ne pas voir? Et pourquoi in fine on attend toujours qu'il soit trop tard avant d'agir? Et donc sur cette question centrale que je voulais, consacrer cet épisode, du podcast autour de la question vraiment de pourquoi les signaux faibles nous dérangent-ils? Et pourquoi, alors qu'on voit qu'une personne change, qu'elle ne va pas bien, qu'elle a des comportements différents, pourquoi on le perçoit, mais on préfère croire qu'il ne se passe rien? Ça, c'est vraiment une question centrale et je pense qu'à travers cet épisode de podcast, j'espère vraiment, vous aider à y voir plus clair et aussi surtout à dédramatiser ces signaux faibles que l'on voit et qui nous empêchent parfois d'agir. Justement, le premier point qui me semble important peut-être comme avoir comme élément de réponse sur pourquoi ça nous freine et pourquoi on n'ose pas y aller, pourquoi ça nous dérange, c'est que déjà un signal faible, c'est jamais confortable en soi. Parce qu'un signal faible, déjà ça se sent à travers la notion même de signal faible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément certain. Il n'y a pas forcément un mode d'emploi qui décrit, qu'est-ce qu'on doit faire précisément, quand on voit, tel signal, tel comportement chez autrui. Parce que, finalement, quand une personne devient, plus, silencieuse ou alors plus irritable, moins organisée que d'habitude ou au contraire qui s'absente, certes on remarque ce changement-là, mais on ne sait pas forcément ce que ça signifie derrière. Et ce signal-là, ces changements-là, ils nous placent nous-mêmes dans une position inconfortable. Ça vient nous dire: «Je vois quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi en faire». Et ça, c'est très difficile déjà de se le dire à soi-même et de le reconnaître. Donc on reste un peu dans ce sentiment un peu intermédiaire, très inconfortable de: «OK, je perçois quelque chose, j'arrive pas à mettre des mots dessus et surtout je sais pas quoi en faire, je sais pas quelles actions ou quels comportements adopter derrière». Ça, c'est la première réponse, je pense, dans le pourquoi les signaux faibles nous dérangent-ils. Le deuxième point ensuite, pour moi, c'est que notre cerveau, nous en tant qu'êtres humains de manière générale, on préfère se raconter des histoires rassurantes. On préfère ce qui ne nécessite pas d'effort, ce qui ne nécessite pas forcément de remise en question. Donc on va trouver rapidement des explications en disant: ouais, mais un tel ou une telle, bon, il est fatigué, il y a eu pas mal de projets au boulot ces derniers temps, c'est vrai qu'il traverse une mauvaise passe d'un point de vue personnel». Ou alors on va se dire: «C'est son caractère». Ou alors on va se dire: «Non, mais c'est une personne, elle a toujours été stressée». Ou alors, le fameux, «Ça va passer». Donc certes, ces explications, elles sont pas inexactes et mais le problème, il apparaît lorsqu'elles servent surtout à fermer la question et à fermer la boîte de Pandore. Parce qu'on n'a pas envie que ça vienne nous bousculer, nous challenger. Et c'est ça le troisième point pour moi qui fait que ces signaux faibles, ils nous dérangent, c'est que oser les reconnaître, ça implique et ça crée une forme de responsabilité. C'est-à-dire que tant qu'on ne nomme pas les choses, tant qu'on ne voit pas les choses, tant qu'on
Voilà, tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a un signal, bah, on n'est pas forcément obligé de nous demander quoi faire. On n'est pas obligé forcément de se dire: «Il va falloir que j'agisse». Mais dès qu'on remarque un changement et on le nomme tel quel, même ne serait-ce qu'en y pensant, alors, bah, on se dit qu'il va falloir qu'on agisse. Et là, il y a tous les freins qui sont propres à la santé mentale qui apparaissent en se disant: «Mais ouais, mais il faut que j'agisse, mais comment? Je veux pas être intrusif, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'entendre quelque chose de grave. J'ai pas envie forcément d'avoir accès à la souffrance de l'autre, parce que parfois c'est ça en fait. Il y a des personnes qui ne veulent pas se confier, mais il y a au contraire des personnes qui peuvent se confier volontiers. Et ça, on n'a pas toujours envie d'être au contact de cette partie plus vulnérable de l'être humain. Et puis surtout, derrière, on va pas savoir vraiment quoi proposer et quoi faire de la situation. Donc on préfère ignorer, mettre de côté ce signal parce que, bah, quand il est invisible, bah, hem, finalement, on n'est pas obligé d'agir, il y a pas tellement de conséquences. Et le quatrième point, selon moi, qui fait que les signaux faibles nous dérangent et nous freinent dans l'action, c'est que ça dérange aussi profondément nos représentations. Tout simplement parce que ça peut être difficile d'imaginer qu'une personne habituellement solide ou même quelqu'un sans histoire, quelqu'un qui est performant, qui vit sa vie, comme vous et moi, bah, cette personne-là, elle puisse aller mal. On est quand même dans une société, ça je pense que je vous apprends rien, qui, valorise la performance, qui valorise, le fait d'être fort, d'avoir des forts et des faibles d'un côté. Et donc en fait, quelqu'un qui, ose reconnaître qu'il est vulnérable ou que ça ne va pas, et ben, ça ouvre finalement un champ de nos représentations auquel on n'est pas habitué à être vraiment confronté. Et puis, ça peut aussi vouloir dire que, bah, le signal faible qu'on voit chez une personne, ça peut entrer en conflit avec, l'image qu'on a d'elle, mais aussi l'image qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça raconte de nous aussi? Si cette personne, elle est capable de vivre ça, de vivre ces difficultés et de pas nous voir solution, ça peut m'arriver à moi aussi. Donc ça, on est tout un chacun, on a tous envie d'avancer dans notre vie, on a tous envie d'avancer dans nos projets avec nos équipes et cetera. On n'a pas envie de «s'enquiquiner» entre guillemets avec des problématiques de souffrance ou de douleur. Et puis je pense aussi fondamentalement que le signal faible, ça implique la détection. Et parfois aussi on confond détection et diagnostic. Sauf que, en fait, si on a un signal faible, ça ne veut pas automatiquement dire que la personne est malade, que la personne va forcément, si mal dans sa vie que, si on lui dit une chose, elle va avoir des pensées suicidaires, par exemple. Ça n'impose pas non plus une conclusion directe et définitive. Ça mérite en tout cas d'être exploré et de d'avoir une ouverture. En fait, pour moi, c'est ça. J'aimerais que vous reteniez qu'un signal faible, c'est une invitation à la curiosité, une invitation à essayer de comme un enquêteur, ça je le dis pas mal dans mes formations, c'est-à-dire que on est un peu, voilà, comme les enquêteurs quand vous voyez dans les séries policières, bah, les policiers, les enquêteurs qui vont à la pêche aux indices. C'est ça. Les indices, ce sont rien d'autre que des signaux faibles et donc on est exactement dans la même configuration quand il s'agit de santé mentale au travail ou de santé mentale tout court. Et simplement, bah, c'est pas la même chose de voir un signal faible et d'avoir, une série, avec des enquêteurs, ça c'est un cadre bien connu. Par contre, quand les contours sont beaucoup moins et les contextes sont beaucoup moins clairs, ou dans des contextes dans lesquels on n'a pas l'habitude d'être confronté à tout ça, eh bien, bah, ça nous met, plus en inconfort qu'autre chose. Donc la posture, en fait, dans ces cas-là, c'est comme les enquêteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont aller, questionner les personnes, les témoins. Ils vont aller essayer de creuser en disant: «Bah, et ces derniers temps, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier chez cette personne? Est-ce que, dans d'autres domaines, est-ce qu'il y a eu des impacts dans son travail, par exemple?» Et le but, c'est mais attention, je suis pas en train de dire qu'il faut mener une investigation, policière et sortir toute la cavalerie, loin de là. Mais déjà entre collègues, ça peut être déjà de questionner, ce qu'il se passe et puis, de dire: «Bah, j'ai constaté que ces derniers temps, tu étais un petit peu plus en retrait, tu venais moins souvent à la machine à café et voilà, je sais qu'en ce moment, c'est peut-être pas facile pour toi,
Bah, voilà, comment ça va pour toi? Et l'objectif, là, vous voyez que j'invente des choses un peu sur le tas parce que j'ai pas la situation une situation précise que vous pourriez être amené à penser pendant que vous écoutez cet épisode. Mais l'objectif dans tout ça, c'est simplement de tendre une perche. C'est pas de poser des diagnostics, c'est pas, vous voyez, dans la question que j'ai posée, c'est pas de dire, «Raconte-moi tout de ce qui se passe à la maison». C'est pas non plus: «Raconte-moi tout de ce qui se passe avec ton manager». C'est simplement d'ouvrir une porte. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur, pour moi, qu'est-ce qui fait qu'on préfère ne pas voir et pourquoi les signaux faibles nous dérangent. Et ce que je voulais aussi que vous reteniez, et ça ce serait la conclusion de cet épisode, c'est que les signaux faibles, ce n'est pas une injonction à être certain. Ce n'est pas une injonction à être sûr avant d'agir. Ça demande simplement d'ouvrir une disponibilité à ce qui peut être changé chez l'autre et chez soi aussi. Attention, là encore, je modère mon propos, je suis pas en train de vous dire que, voilà, la personne va changer du tout au tout quand vous allez lui poser une question. Mais c'est simplement ouvrir le dialogue. Et vous allez voir que souvent, les peurs se cristallisent parce qu'on reste dans l'inaction. Mais à partir du moment où on ose poser cette première question, de faire ce premier geste-là, bah, on s'aperçoit aussi que ça a pas des conséquences si catastrophiques que ça. Et après, la question de: «Qu'est-ce que je dis ensuite? Qu'est-ce que je fais selon les informations qui me sont communiquées?» Et comment j'accompagne ce qui m'est dit? Comment je gère mes propres émotions? Ça, c'est des vraies compétences qui sont importantes à développer. Donc c'est pour ça que détecter les signaux faibles, c'est pas un instinct réservé à quelques personnes particulièrement empathiques ou des experts en santé mentale au travail ou les professionnels de santé. C'est vraiment une compétence, selon moi, peut se développer, le fait d'observer, de réguler ses émotions tout en étant au contact de celles de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai créé l'école de la santé mentale au travail, pour vraiment avoir un parcours professionnalisant qui vise à détecter précisément quels sont les signaux faibles, à savoir réagir en cas d'urgence, quels sont les facteurs de protection que je peux activer aussi au niveau du travail. Et puis, comment je me positionne dans tout ça? En fonction de mon rôle dans la structure, dans l'entreprise, en fonction de si je suis manager, si je suis RH, quelle est la réglementation avec le cadre du travail? Et in fine, le troisième volet, c'est l'action. C'est qu'est-ce que je construis autour de ça? Comment je construis des protocoles d'alerte? Comment je suis si je suis un élu CSE? Comment je suis tout ça? Et quelle est la frontière aussi entre la vie privée, le médical et ce qui relève véritablement du travail? Parce qu'effectivement, l'entreprise ne peut pas tout non plus pour les personnes. Il y a des vraies frontières aussi à respecter. Donc tout ça, c'est ce que je suis en train de construire, grâce à vous, grâce aux professionnels en fait, que j'accompagne depuis de nombreuses années. Et j'espère en tout cas que cet épisode vous aura servi à voir ces signaux faibles de santé mentale au travail un petit peu différemment. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, vraiment sur ce sujet parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des expériences des uns des autres et des retours entre pairs. Je tiens à remercier chaleureusement Enzo Moscatelli qui s'est occupé de la musique, sans oublier Florian Todorov et Romain Tabonne pour leur contribution à la réalisation de ce podcast.